Merci et bienvenue à la dernière heure de la partie initiale de notre conférence, la présentation des données probantes et les merveilleuses questions qui ont été formulées. Avant de commencer ce dernier segment, nous avons reçu un courriel cette fin de semaine de la docteure Danusia Kanakowski, un médecin de soins palliatifs au Yukon. Son équipe avait un grand intérêt, mais malheureusement n'a pas pu être des nôtres ici à Ottawa. Mais elle a voulu exprimer le fait tous les délégués ici, le fait que les soins palliatifs sont importants pour ceux qui vivent dans le Nord. Elle nous a envoyé un vidéoclip de Whitehorse que nous allons partager avec vous tout de suite. Et tous ses collègues nous regardent en ligne en ce moment. Donc, au nom de tout le monde, nous tenons à dire merci et bienvenue à la conférence virtuellement. C'était vraiment exceptionnel. Et nous partageons cela en long et en large et nous espérons avoir donné le coup de départ de quelque chose. On verra peut-être des sentiments similaires de différents endroits au pays. Merci. Pour ce dernier segment, Dawn et moi avons parlé, nous avons convenu que nous commencerons par des questions autres que du panel de citoyens. Et si les membres du panel de citoyens veulent poser des questions, évidemment, nous allons les intégrer. Mais nous avons reçu de nombreuses questions de ceux qui participent par diffusion web et par d'autres moyens aussi, des questions venant de l'extérieur. Donc, nous allons recevoir deux questions de la diffusion et je vais me tourner à Carla Bernice. Il y a eu différents commentaires concernant l'importance des équipes interdisciplinaires, leurs besoins en matière d'éducation et je vous offre une question de Catherine Hammond d'Ottawa. Merci pour l'excellent groupe de conférenciers. C'était bon de voir une attention si importante portée aux soins palliatifs. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur le rôle des volontaires à Light Health et concernant le programme intégré? Est-ce que le panel de citoyens pourrait choisir un expert pour amorcer cela? Ou le panel d'experts, c'est-à-dire? C'est une excellente question. Micro, juste là, si vous voulez. Bon, je suis tellement heureuse d'avoir reçu cette question sur les bénévoles parce qu'en pensant aux éléments que nous avions manqués, j'ai pensé que c'est un élément tellement important de ce que nous faisons. Et nous savons que leur rôle est extrêmement important et il nous faut considérer de très près ce que nous faisons bien dans les soins de la santé par des professionnels et ce que nous faisons moins bien et les choses que d'autres pourraient faire mieux. Et dans ma recherche, notamment dans les collectivités rurales et dans les établissements spécialisés à travers l'Ouest canadien, c'est que la qualité des soins augmente dramatiquement dans les systèmes avec un lien étroit au système de bénévoles. Ils ont des normes de formation très robustes au Canada, au niveau national ainsi qu'au niveau provincial. Et je pense que si je pouvais faire la promotion d'une chose, ce serait que les plus grands établissements spécialisés ont passablement de capacité. Il y a beaucoup de plus petites sociétés d'hospices qui font ce travail à travers le pays dans les plus petites communautés et qui doivent constamment gratter pour trouver des ressources, même pour faire la formation des bénévoles. Et à certains endroits où j'ai effectué de la recherche, il y a eu un lien très étroit. L'équipe de professionnels de la santé et les soins sont tellement meilleurs dans ce contexte. Et dans d'autres communautés, il y a cette excellente institution d'hospice qui attend pour aider. Il y a très peu d'adoptions. Et ils sont appelés trop tard pour faire le bon travail qu'ils font. Alors, il faut considérer très sérieusement cet aspect. Merci. Carline, une autre question de la diffusion? Cette question vient de Julie Drury, aussi d'Ottawa. Elle a posé cette question hier quand le Dr Rosel parlait et Brésil parlait et a répété une question similaire lorsque le Dr Williams parlait. Les parents d'enfants peuvent fournir les soins pendant bien des années avec un impact sur
leurs propres soins physiques, financiers et sociaux. Est-ce que vous pouvez dire comment on peut appuyer, soutenir les parents dans un système intégré? Dr. Brazil ou Dr. Williams ou quelqu'un d'autre? Je pense qu'au cours des 2 derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler de l'importance du rôle crucial joué par ces groupes et l'importance de soutenir les personnes qui offrent les soins dans la famille. Il y a la notion de la formation et l'éducation qu'on a mentionné. Je pense que vous avez parlé du modèle des sages-femmes aussi. Il y a une reconnaissance des rôles très importants des membres de la famille. C'est un rôle très essentiel. Il y a aussi une reconnaissance de l'importance de trouver les bons ingrédients pour soutenir les soignants familiaux dans ces contextes. Donc, c'est ce que j'ai retenu de ce que l'on a dit. Et si je peux élaborer un peu là-dessus, la reconnaissance du fait que l'idéal des soins palliatifs est censé englober le soignant primaire ainsi que l'unité familiale. Et nous avons tendance à oublier cela. Et si nous allons miser sur l'approche intégrative, nous devons reconnaître et nous assurer d'être inclusifs des soignants et de la famille en son entier, tout en reconnaissant que le soignant familial, c'est souvent beaucoup plus que toute autre personne dans le paysage d'une unité donnée. Donc, nous avons parlé plus tôt aujourd'hui de mesures et d'indicateurs et d'évaluateurs. Et je ne suis pas biaisé, mais ne serait-il pas merveilleux que les soignants fassent ce genre de mesures et ce genre de contrôle de la qualité en remettant ces données parce qu'en bout de ligne, ce sont ces personnes qui savent vraiment comment le tout s'est déroulé. Merci. Merci aux deux. Est-ce que je pourrais ajouter un peu à cela? J'ai réfléchi pendant un moment et je pense qu'à bien des égards, ce que j'ai témoigné en ce qui concerne l'expérience du soignant, c'est que les soignants familiaux peuvent refuser l'aide et disent ça va. Et donc, à bien des égards, ce qui est vraiment important, c'est un rapport continu entre le soignant familial et la personne assurant les soins, services de santé. Il est important de reconnaître la transition parce qu'un jour, on peut approcher la personne en offrant de l'aide qui sera refusée parce qu'on considère que c'est son rôle et sa responsabilité. Et parfois, on considère qu'on préserve la dignité du récipiendaire. Et un autre jour, on peut faire la même offre et c'est accepté. Donc, il faut surveiller et avoir un rapport continu entre les soins formels et ceux qui assurent les soins informels afin d'être là au bon moment pour faire la transition. Merci beaucoup. Nous allons recevoir 2 questions du micro numéro 1 et nous retournerons à la diffusion web. Anya Humphrey, un membre de notre comité directeur. Bonjour. Dans les discussions du groupe de travail, en divisant le territoire pour ces questions, on a discuté le besoin d'avoir la participation des patients et des familles à tous les niveaux de la santé, non seulement en donnant des rétroactions, mais en participant à la conception et la prestation des soins, et même en faisant la distinction comme domaine à discuter. Et on a dit que c'est un principe sous-jacent à tous nos efforts. Moi, je suis conseillère aux patients et aux familles, donc c'est très important. Et je n'ai pas entendu cela exprimé comme tel. Donc, sans suggérer que je veuille avoir une influence sur le panel, je dois signaler toutefois qu'il y en a parmi nous qui croyons que c'est obligatoire dans les soins palliatifs. Nous savons où sont les écarts et les lacunes et où sont les besoins et vous avez besoin de nous à tous les niveaux. Donc, je serais contente d'entendre tout ce qu'ont à dire les experts là-dessus, mais je tenais à soulever ce point publiquement. Merci. Je vois beaucoup de signes d'affirmation du panel d'experts.
Bon après-midi. Je m'appelle Shelley Corey, je suis directeur exécutif pour l'Hospice canadien virtuel et je dois reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel du peuple algonquin. La capacité intellectuelle dans cette salle n'est dépassée que par la passion de tous de faire avancer les soins palliatifs. Ça fait de cet événement quelque chose de tellement intéressant. Merci aux organisateurs. J'apprécie énormément le fait qu'on a utilisé nos vidéos, le fait qu'on a utilisé des vidéos pour améliorer cette journée, mais je dois rendre hommage aux 72 personnes à travers le pays qui ont partagé leurs histoires et font preuve d'énormément de courage. Donc, si vous passez à livingmyculture.ca, vous verrez 64 personnes de 11 cultures différentes qui parlent 11 langues différentes concernant les maladies avancées, les soins de fin de vie et palliatifs. Vous verrez Amy Michi, que vous avez vu plus tôt, parler de son expérience, ainsi que quelques 26 autres personnes racontant des histoires de diverses cultures et de diverses expériences. Et ce sont vraiment les héros dans les projets que nous avons poursuivis. Et je dois reconnaître le partenariat canadien contre le cancer, parce que s'il n'avait pas financé ces projets, ça n'existerait pas. J'ai une question dans tout cela aussi, et c'est pour le Dr. Morrison. Nous appuyons tout à fait la recherche et les investissements importants en recherche et les éléments cliniques, mais quand vous avez travaillé sur votre examen de la littérature, est-ce que vous avez trouvé des modèles novateurs pour le financement qui ne vient pas de la recherche? Ça pourrait être des outils de transfert de connaissances qui ont un élément de recherche, mais je crois qu'il y a beaucoup de programmes cliniques, par exemple avec les tablettes. L'hospice virtuel est un autre exemple. Il y a beaucoup d'ONG qui ont de la programmation novatrice, mais qui ne suivent pas les modèles traditionnels de financement. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans ces autres pays que vous avez vues qui pourraient nous influencer au Canada pour financer l'innovation d'ONG et d'autres organismes? Très bonne question. La réponse pour l'instant, c'est non. Mais ça ne devrait pas être la réponse à donner. En fait, nous tous qui faisons de la recherche universitaire, reconnaissons, je dirais depuis 10 ans, reconnaissons donc les retards inexcusables entre ce qui se fait du côté de la recherche et ce qui fait par ailleurs du côté de la pratique. Il y a un climat artificiel qui se crée autour des études cliniques et puis ça ne correspond pas forcément au monde réel. Pour répondre à votre question, la recherche a son rôle pour ce qu'on appelle des essais randomisés, beaucoup du travail qui se fait autour de la pharmacologie. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut trouver ces réponses. La recherche en service de santé, ben là, écoutez, il faut être très ouvert à diverses méthodes d'évaluation. Il faut essayer les essais pratiques. Il faut faire appel à des méthodes mixtes, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Étant donné la richesse des données qu'on a, des données administratives notamment, il faut être ouvert à d'autres moyens statistiques pour contrôler et confirmer. Donc, il nous faut savoir qu'il y a d'autres moyens d'obtenir réponses autres, des moyens autres, donc les essais cliniques contrôlés et randomisés. Il faut par ailleurs comprendre que le travail que nous faisons doit être rigoureux. Le risque de dire, ben écoutez, ça a bien marché, c'est ce qu'on va utiliser ailleurs et partout, ben écoutez, ce risque entraînerait de mauvaises utilisations des deniers publics. Oui, il nous faut des modèles innovateurs. Oui, il faut pouvoir les adapter, mais il faut surtout les évaluer très, très rigoureusement avant de les généraliser dans la pratique. Avant de passer au microphone 2, Caroline, je peux revenir à vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Très bien. Nous passons au docteur Henderson, qui est aussi membre du comité directeur. J'ai une question qui découle du travail que nous avons fait. Au départ, on pensait que
d'utiliser la loi nationale nous permettrait de faire avancer les choses. Mais je dois dire que je repense cette opinion. En fait, j'ai eu des conversations avec toutes sortes de personnes qui se posent aussi la même question que moi. Je suis plutôt impatient par nature et on est dans cette courbe. Le fameux tsunami d'argent. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le processus. Je m'inquiète des obstacles qui pourraient venir ralentir à cause d'impératifs bureaucratiques ou politiques. Alors, plutôt que de passer par la loi canadienne sur la santé, essayons de voir ce qui existe déjà dans la loi qu'on pourrait utiliser pour faire avancer les choses. Je ne suis pas expert de la loi canadienne sur la santé, mais j'aimerais avoir le point de vue d'autres personnes sur la question. Parce que sinon, on risque d'ouvrir une boîte de Pandore si on pense pouvoir faire modifier la loi canadienne sur la santé. Des commentaires d'experts, s'il vous plaît. Allez-y. Hier, j'ai l'impression que ça fait une éternité, j'ai parlé de la loi canadienne de la santé qui est pas évidente. Je ne suis pas expert de la loi non plus, mais je connais les complications, les problèmes de compétences, etc. Mais nous avons un modèle suivant les soins de courte durée, mais maintenant, notre modèle, c'est les soins chroniques. Est-ce qu'il faut la modifier? Comment procéder? Je ne suis pas certain, mais il va falloir certainement examiner la chose, pas au détriment, bien sûr, de réformes, quelles qu'elles soient. Très bien, merci. Question suivante, numéro 2. Et ensuite, oh, désolé, la docteure Williams. Si vous me permettez, si on devait emprunter cette voie, il serait important d'incorporer ou d'intégrer un programme de prévention en amont pour un type de modèle qui nous permet de planifier, de prévenir plutôt que d'essayer simplement de guérir par des soins aigus. Très bien, merci. Ray Pennings, Cardis. J'ai une question pour le docteur Morrison. L'hypothèse de base, je ne sais pas si cette hypothèse est explicite, mais ce serait que le résultat, les recommandations de la conférence, ce serait une espèce de document de manifeste qui s'adresserait au gouvernement compte tenu du fait que le gouvernement devrait faire A, B, C, D comme mesure à mettre en œuvre. Je reviens à la première diapo qu'on a vue de Ipsos Reid pour dire que les soins palliatifs, on parlait de 20%, il y avait tout un groupe d'enjeux, si vous vous rappelez. Je me rappelle aussi toutes les tentatives qui ont été faites, pas exactement comme ceci, réunir des gens en soins palliatifs. Bon, il y a eu quoi, 2010, 2015, 2005. Est-ce qu'on pourra transformer véritablement? Est-ce qu'on pourra réaliser certaines des choses que vous avez signalées comme exemple dans des pays étrangers? Donc, j'écoutais la différence entre ce qu'on pourrait appeler le geste et la posture. Le geste, c'est quelque chose d'intentionnel. On demande des gestes, des actes, mais la solution exigerait qu'on change de posture, c'est-à-dire d'attitude au Canada. Je ne sais pas s'il y a une institution ou un gouvernement qui pourrait réaliser ce genre de changement. Dans quelle mesure? Donc, est-ce qu'il faut faire, que ce soit du haut vers le bas, du bas vers le haut, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions, est-ce que tous ces acteurs doivent travailler de concert, pas un après l'autre, mais de concert pour réaliser ces fameux changements culturels? Bon, je vais commencer. En fait, plutôt
que de dire, ben voici, ça c'est un bien moral. Je vais parler de politique publique. Ici au Canada, comme nation, nous, ici, et nous, au Sud, nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire. La population dont on parle présentement, on parle quoi, 5 à 10 de la population canadienne? On parle donc de 2/3 des coûts en soins de santé et cette proportion va augmenter dans les 10 et 15 prochaines années. Si vous avez cette courbe que vous projetez vers l'avenir, je dirais que l'augmentation des coûts pour les soins de cette population maintenant, je pense que ça, c'est la grande menace pour la qualité de la vie. Ou bien il va falloir continuer de dépenser. Et beaucoup, bon, on aura de l'argent pour les écoles, pour la voirie, il va falloir faire des choix. Donc, du point de vue politique publique, il ne s'agit pas simplement de faire des recommandations au gouvernement. Si moi, je suis une petite entreprise ou une grande entreprise et que je perds mes employés parce que eux sont aidants naturels pour un parent, écoutez, moi, ça a une incidence sur la productivité, sur le bilan, et ça va s'aggraver, ça va pas s'améliorer. Donc, qu'est-ce qui est différent maintenant que ce que c'était il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans? C'est que l'élan était donné. Il n'existait pas avant. Donc, l'idée, c'est de réunir un grand nombre d'intervenants qui n'avaient pas eu leur part. Bien sûr, on peut dire au gouvernement, faites ceci, mais non, ça ne marchera pas. Je ne connais pas la loi canadienne de la santé, mais si ça ressemble à ce que nous avons aux États-Unis, la loi Medicare, qui a été conçue pour des soins aigus seulement, on n'a rien. Ce n'est pas ceci ou cela, c'est les deux. Ce qu'on peut faire au niveau des rajustements, des changements, écoutez, tout cela doit se faire pour que le régime soit durable. Merci. Très bonne question. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du panel qui auraient voulu faire leurs commentaires? Très bien. Je vais maintenant passer à Tammy Moore de la SLA, autre membre du comité directeur, et ensuite on passera à d'autres questions en ligne. Merci, Fred. Quand vous nous avez demandé avant la pause de réfléchir à des personnes dont on n'avait pas entendu parler, je pense qu'on a déjà donné une petite idée. La SLA est présente partout au pays, offre un soutien aux personnes qui souffrent de SLA partout au pays. Vous avez parlé des pivots. L'an passé, nous avons des membres payés, rémunérés, en plus des bénévoles. Donc, un personnel rémunéré qui aide des patients de SLA, qui sont des patients palliatifs, pour justement les aider à naviguer dans le système. On n'a pas entendu parler de ce groupe. On dit que c'est une partie importante, pas qu'on veuille avoir le travail ou le poste. Mais voilà les personnes qui offrent des services de pivot pour les gens qui ont la SLA. Donc, il faut aider les gens à obtenir un diagnostic, à avoir accès aux ressources. On parle de soutien à domicile, de soins palliatifs à domicile, mais il faut s'assurer d'avoir l'équipement nécessaire. On dit que 6 à 7 personnes pensaient que les ONG devraient fournir des services palliatifs, d'accord, mais nos organismes partout au pays fournissent des fauteuils roulants, des rampes, des monte-charges, des équipements pour la salle de bain, de sorte que les gens puissent rester à domicile alors qu'ils sont malades. Donc, il faut se rappeler que le secteur caritatif qui s'occupe de soins palliatifs et de soutien, écoutez, j'aimerais savoir s'il y a des travaux de recherche. J'ai assisté au sommet de l'accord 2020 en santé et la voix des organismes caritatifs n'était pas là. Il y a beaucoup d'organismes comme le nôtre qui fournissent ce type de soins critiques et le gouvernement
se délestent de plus en plus et on n'est pas vu comme une source première d'équipement, certainement en tout cas en Ontario et dans d'autres régions du pays. Alors rappelez-vous que nous sommes là. Ben écoutez, merci beaucoup Tammy. Des membres du panel aimeraient commenter ou des experts plutôt? Debra, désolé, je sais que vous êtes assise ici, alors je pense... Bon, ben écoutez, on revient à Carline pour d'autres questions provenant des auditeurs en web diffusion. On veut s'assurer que l'on soit sensible sur le plan culturel, qu'on fasse attention aux personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances en santé. Quelle serait votre démarche pour justement voir ce qu'il en est de la cahier de données auprès de groupes qui ne parlent ni l'anglais ou n'utilisent d'ordinateurs ou de technologies modernes? Au moins une personne doit répondre à cette question. Ah, c'est une bonne question. Pas facile. Je suis aussi à l'école de géographie et des sciences infirmières. On s'occupe de questions de vie. On essaie de cibler les populations vulnérables de Saskatoon, d'Hamilton, de Charlottetown. Il s'agit donc d'un travail de recherche qui a été subventionné par le Conseil canadien de recherche en sciences humaines. Alors donc, écoutez, on vise pas seulement les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, mais aussi les immigrants, les nouveaux Canadiens qui connaissent toutes sortes de problèmes de santé. Donc, après 3 ans de programme de recherche où on a évalué suivant des méthodes diverses et mixtes, bon, pour faire l'évaluation de ces groupes, nous avons établi un certain nombre de recommandations, dont l'idée de mettre en place le modèle d'encadrement où on avait des immigrants établis qui venaient aider à encadrer les nouveaux, pour ce qui est de la navigation, de la formation en soins de santé. Encore une fois, il s'agit d'immigrants établis qui aident les nouveaux immigrants à gérer ce genre de défis. Je pense qu'on pourrait faire la même chose quand il s'agit des soins palliatifs et en fin de vie de ces groupes d'immigrants qui sachent utiliser la technologie ou non, mais certainement que l'obstacle de la langue serait réglé de cette façon. Merci. Très important comme question. Du point de vue de l'évaluation de la sensibilisation du grand public, ce qu'il faut faire, c'est de voir ce qui se passe au niveau de la collectivité locale. Il s'agit presque d'un cadre de chercheurs. On a parlé aujourd'hui de la valeur de la recherche qualitative et je pense que quand vous faites du travail de sensibilisation ou d'évaluation dans des collectivités locales qui ne sont pas connues ou qui n'utilisent pas le mode habituel de communication, de médias habituels. Alors à ce moment-là, il faut entrer dans la communauté, dans la collectivité même, leur laisser le soin de mener les choses. Vous utilisez des méthodes de participatoire, par exemple, et vous établissez des méthodes de recherche attentionnées ou compatissantes. Et évidemment, ça prend plus de temps que ce à quoi on est habitué. Merci, Caroline. Donc, je passe maintenant au Dr Bryant et ensuite à Shirley Mathias. Merci beaucoup. Merci d'avoir réuni le groupe. Et j'espère que le panel pourra produire quelque chose d'utile pour nous, pour qu'on puisse progresser. C'est quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, quelque chose qui nous donne davantage de contrôle sur notre avenir. Donc, merci. Je sais que nous avons une occasion en or. On a la lettre de la ministre qui parle de soins à domicile.
On sait aussi que beaucoup d'informations a circulé sur la formation professionnelle en hôpital ou pour les soignants à l'hôpital et les aidants naturels. Les patients sont les plus vulnérables au moment où il y a transition, soit entre l'hôpital, la maison ou bien dans le processus de diagnostic. Les transitions sont toujours douloureuses. Fred, quand vous avez posé la question de savoir s'il y a des groupes qu'on n'a pas entendus, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je n'ai entendu personne mentionner le mot hospitaliste ou hospitalien ou hospitalier. Alors, on a l'impression que les soins ne se donnent qu'à l'hôpital, mais peut-être que ces gens pourraient devenir des spécialistes des soins palliatifs et ça pourrait certainement être aussi les formateurs de médecins en collectivité. Je n'ai jamais entendu parler d'exigences en matière de formation et je me demande si vous avez déjà entendu parler de cela ou si c'est une idée qui a un certain mérite. Merci pour cette question. Comme vous, écoutez, il y a 2 programmes au pays qui ont des exigences en soins palliatifs et c'est des 2 domaines de l'oncologie. Les programmes en hôpital répondent à un besoin qui s'occupe simplement des soins en hôpital et c'est là où les décès se produisent le plus souvent, évidemment. Et puis quand vous regardez un petit groupe de personnes, relativement parlant, à qui vous fournissez beaucoup de soins en fin de vie, je dirais pas palliatifs, mais c'est certainement l'occasion d'examiner la chose de plus près. Parce qu'il s'agit d'une tranche différente, que c'est un autre élément bien segmentisé du système de santé, ce sera toujours plus difficile de le faire cadrer dans le système en général, quand il s'agit de prise de décision en amont et voir ce qu'il en est d'autres sources de soins. Mais il y a certainement, il est tout à fait justifié qu'on regarde ces programmes de formation en hôpital. Bon, c'est un petit groupe avec une grande partie des soins qui sont dispensés et je pense que sur le plan de la formation, il y aurait tout lieu de procéder dans ce sens. Autre commentaire, il y a du travail qui a été fait par le docteur Wendy Doubleby à l'Université de l'Alberta, encore une fois, un outil pour les infirmières et personnel pivot. Alors, on a fait justement des travaux de recherche pour les systèmes en région rurale éloignée et voir comment on peut gérer la recherche en soins palliatifs. Et l'outil, c'est un simple dossier qui suit le patient, en région rurale et éloignée. Il y a beaucoup de transitions, beaucoup plus que dans un contexte urbain. Et ce qui est intéressant de l'outil, c'est que non seulement vous avez une liste des volontés pour la fin de vie, mais vous avez tous les contacts, les coordonnées liées aux praticiens, la pharmacologie, etc., etc. Donc, la famille, le patient et bien sûr les soignants primaires n'ont pas besoin de répéter, si vous voulez, à tout bout de champ. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait utiliser sans doute comme méthode. Sharon, une petite question. Vous avez demandé de qui on n'a pas entendu parler. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il manque la voix des organismes de direction n'est pas là, des spécialistes de gouvernance. Il n'y a pas été question de structure de gouvernance. Il me semble que ça, c'est un des morceaux du puzzle. J'ai une question pour le Dr. Boxall. À la première séance que vous avez donnée où vous avez parlé de la santé de la population et santé communautaire, si vous tenez compte des conversations qu'on a eues depuis, est-ce qu'il y a moyen ou est-ce qu'il y aurait moyen de modifier les programmes, les cadres qui réunissent l'aspect physique et l'aspect communautaire des soins?
Depuis cet exposé, on en a parlé et j'ai eu l'occasion donc de réfléchir à la question. Il faut réunir deux, si vous voulez, concepts. D'abord, une démarche fondée sur la santé de la population et ensuite, de l'autre côté, le développement communautaire. Quand je pense de démarche axée sur la population de la santé, on parle des déterminants essentiels de la santé et dans ce cadre, on veut employer certaines de ces méthodes associées avec l'épidémiologie pour la santé de la population, santé publique, et ça veut dire qu'on a des preuves probantes pour comprendre la dynamique dans une collectivité donnée. On veut pouvoir identifier les causes, par exemple, de maladies chroniques, mortalité, morbidité, dans une collectivité donnée. Donc, la démarche santé publique, c'est l'outil qui nous permet d'établir des méthodes empiriques pour voir ce qu'on peut faire pour établir notre système, un système robuste de soins palliatifs. Bien sûr, il y a une question de processus. Hier, je parlais d'une démarche compatissante, attentionnée. Si la démarche santé publique est fondée sur les déterminants, ben écoutez, la démarche communautaire tient aussi compte des déterminants de la santé communautaire. Alors c'est intersectoriel, c'est la santé, c'est le logement, c'est l'eau potable, etc. Je pense que cette approche de développement communautaire veut que des agences puissent communiquer entre elles afin de construire une capacité pour obtenir un système de soins palliatifs qui répond aux besoins. Donc, on a des outils pour diagnostiquer, pour naviguer donc dans cette collectivité. Merci beaucoup, Dr. Brazeau. Anne Sutherland-Bold, PDG de l'Association canadienne des infirmiers et infirmières, un autre membre de notre comité directeur. Merci. C'est une occasion formidable de me trouver ici, mais commentaire, question, c'est pour la Dr. Posselt. Merci d'avoir parlé d'agrément, d'accréditation, de certification et des programmes qui sont offerts par l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières. Nous avons 20 programmes de spécialité et on a 20 000 infirmières qui sont autorisées au Canada. Ça, c'est bien, mais ce qui est moins bien, comme Barbara le disait, c'est que nos nombres diminuent. L'effectif diminue et c'est très difficile pour les infirmières d'obtenir donc leur certification qui exige beaucoup de préparation, d'examen, etc. Alors, on a fait un certain nombre de sondages auprès de nos infirmières autorisées pour voir ce qui faciliterait leur tâche si elles voulaient être. Il y a deux motifs qu'elles avaient. C'est qu'il y a des problèmes de la logistique, l'examen une fois par année, papier, crayon. Bon, on s'est dit, bon, il faut passer au 21e siècle, informatisation. Donc, nous avons donc plusieurs examens et je pense qu'on a réglé ce problème. Le deuxième motif, c'est le coût de l'examen. Ça retient ou ça empêche les infirmières, les employeurs auparavant payaient leurs infirmières pour faire l'examen, mais là, c'est de plus en plus difficile au pays. Donc, il y a un lien direct entre la réduction de l'effectif ou du nombre d'infirmières qui ne font pas l'accréditation et le fait que les employeurs ne financent plus. Alors, donc, l'argent est un problème majeur. Comme Barbara l'a dit, il y a 400 000 infirmières réglementées au Canada dans 3 domaines différents. Alors, vous avez les auxiliaires, les praticiennes et les infirmières psychiatriques. Donc, bien sûr, il nous faut une formation autour des soins palliatifs. Je pense qu'avec les modules d'apprentissage et les technologies qui nous sont disponibles, d'identifier ces meilleurs programmes de formation et de travailler avec les collèges de réglementation pour faire en sorte que cela devienne une exigence, que nos infirmières suivent les programmes pour se faire réautoriser, ce qu'on doit faire tous les ans. Donc, j'ai une question pour vous, Barbara. Vous avez parlé, dans le domaine des soins à domicile, du grand nombre
de praticiens non réglementaires qui dispensent des soins. Alors, qui serait pour vous le meilleur moyen de fournir de l'information et du contenu à ce grand nombre, à ce grand pourcentage de fournisseurs de soins qui dispensent des soins et qui ne sont pourtant pas réglementés? Il y a des choses qu'on peut faire sur le plan pratique. Il faut bien sûr il faut autoriser ces gens et je sais qu'il y a des provinces qui s'en chargent et qui continuent ce processus, donc c'est certainement une très bonne idée. Deuxième chose, vous avez remarqué dans certains ministères de la Santé, vous avez les compétences palliatives qui sont intégrées au niveau des programmes d'enseignement en soins infirmiers. Donc, s'il y avait donc normalisation de ces compétences pour les fournisseurs de soins, sur lesquels on pourrait s'entendre sur le plan national ou provincial, alors à ce moment-là, il serait beaucoup plus facile pour les ministères de les intégrer dans ces documents parce que tout serait prêt. Donc, ces deux éléments, certainement, pourraient contribuer à l'amélioration de la situation. Je sais qu'il y a un certain nombre de mouvements, de projets en cours au Canada pour les préposer en établissements spécialisés. Donc, du travail novateur pour aider ces gens-là. On ne sait pas exactement tout ce que ces programmes contiennent, mais je pense que c'est certainement une bonne chose à faire quand on essaie de tenir compte de toutes ces innovations, qu'on en parle partout pour que tout le monde soit mis au courant. Voilà. Très bien, nous passons maintenant à Réa Judd de la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé, autre membre de notre comité directeur et quelqu'un dont le soutien est grandement apprécié. Merci Fred. Nous apprécions par ailleurs d'avoir pu participer à la planification et de la discussion. Je sais que c'est très intéressant tout ce qu'il dit et j'y réfléchissais pour voir ce qui est nécessaire au niveau des soins palliatifs et puis pour voir comment on va dispenser ces fameux soins. Le mandat de notre organisme, c'est d'aider justement à circonscrire, à valider, à présenter des modèles utiles qui pourraient faire de nous quelque chose d'autre qu'un pays de projets pilotes. On a entendu parler de modèles intéressants et certainement qu'avec les gens à qui j'ai parlé, on l'a vu. Donc, je veux simplement vous dire que nous essayons de mettre au point. Et pour répondre à ce qui a été dit par Jim et par d'autres aussi, il faut comprendre ce qui fonctionne dans diverses parties du pays pour pouvoir évaluer ces modèles qui fonctionnent et voir si on ne peut pas améliorer l'expérience des patients, des aidants naturels, des fournisseurs de CCV et ensuite pour faire connaître ce qui marche à tous. Alors nous allons inviter les gens à partager avec nous. On aura quelque chose en février. Ce n'est pas un appel officiel à la recherche. C'est simplement pour savoir ce qui marche bien dans votre collectivité et comment on peut évaluer ce qui existe déjà et voir comment on peut obtenir le soutien pour justement diffuser la bonne nouvelle partout au pays. Alors, je voulais savoir ce que le panel en pense, tandis que nous concevons cet appel et qu'on prenne l'occasion de voir ce qui fonctionne partout au pays. Et Dr. Morrison, vous avez parlé de prêter attention aux mécanismes de répartition. Y a-t-il des pensées par rapport à ce que vous voyez dans d'autres pays? Alors, c'est une annonce politique payée ici, mais l'organisation jumelle à la mienne s'appelle le Centre de soins palliatifs, mené par ma partenaire Diane Meyer, et le CAPC a été exclusivement concentré à la fois sur l'assistance technique pour répandre les soins palliatifs aux États-Unis et identifier et mettre à l'échelle les modèles d'innovation. Et je vous encourage fortement à vous mettre en contact avec eux parce qu'ils ont vraiment cherché à ne pas réinventer la roue, voir quels sont les modèles qui fonctionnent, les plans d'affaires, qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les modèles d'éducation en ligne qui fonctionnent, et ça a été très efficace pour mettre les soins palliatifs à l'échelle aux États-Unis. Donc ça serait de contacter le capc.org.
Je n'ai pas de questions, mais avant, vous avez demandé aux groupes, vous avez parlé des groupes qui n'ont pas été mentionnés ici. J'ai une liste, mais certains se chevauchent. Mais ce que j'aimerais penser, c'est qu'une stratégie qui est développée au sortir de cette conférence pourrait couvrir tous ces groupes. Et les groupes spécifiques auxquels je pense, ce sont les sans-abri, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les gens incarcérés dans le système des prisons, des gens qui sont isolés et les aînés affaiblis, parce que je n'ai pas entendu parler de ces groupes. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est un bon rappel à tout le monde. J'ai quelques dernières observations avant de terminer pour la journée, mais avant de ce faire, Monsieur le Président, je veux juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions du panel. Je crois que c'est bon. Nous avons écouté avec attention et beaucoup profité des questions dans la salle et des explications des experts à ces questions. Que nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voulais dire deux choses. Tout d'abord, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la salle de réflexion Sainte-Élisabeth qui est située au 3e étage est là et il y a une description de cette salle, de ce projet de salle de réflexion dans votre programme. Mais étant donné le privilège que nous avons tous eu aujourd'hui et hier d'entendre de l'information très importante et des points de vue importants, non seulement de nos experts, mais de notre panel de citoyens et des uns des autres, surtout depuis 1 heure. Je vous encourage à aller voir cette salle de réflexion. Vous pouvez également la visiter virtuellement à la salle de réflexion.ca. Pour vous en parler, c'est un projet mené par l'équipe de recherche au Centre de santé Sainte-Élisabeth, un fournisseur de soins national qui soutient l'éducation en hospice et la recherche. Et ils ont joué un rôle important pour soutenir cette initiative, à la fois au travers du comité de pilotage et en tant que commanditaire. La salle de réflexion utilise le pouvoir du partage des histoires et de la conception expérimentale pour engager les gens à parler de la fin de vie. Nous cherchons à voir si c'est positif pour les gens qui ont vécu un décès et lire l'histoire des autres aide à réfléchir à la mort. Donc en pensant au grand privilège que nous avons tous eu ces 2 derniers jours, je vous encourage à réfléchir non seulement à visiter cette salle de réflexion dans l'hôtel ici ou virtuellement, mais en particulier pensez à ce que vous pouvez contribuer à ce qui est certainement un objectif important pour tous les Canadiens, pour que la question de la mort soit plus abordable et une partie plus normale de notre discours lorsque l'on pense à nos rôles en tant que membres de la famille, des communautés et nos rôles en tant que dirigeants dans le système de soins de santé. Donc je vous laisse sur cette pensée. Nous sommes sur le point de conclure et ceci met fin donc à la présentation des preuves à notre panel de citoyens qui a maintenant la tâche très difficile de terminer leur délibération et développer leur déclaration de consensus qui sera lue demain dans le cadre de ces événements. Alors mesdames et messieurs du panel, au nom de tout le monde ici, nous vous remercierons bien sûr demain à nouveau, mais nous apprécions énormément le travail que vous avez fait, l'engagement personnel que vous y mettez. Et tandis que vous commencez ces derniers échanges, sachez que vous êtes très apprécié et vous avez la pleine confiance de tout le monde dans cette salle et des gens qui ont participé par le web. Alors merci beaucoup. Et je crois que nous vous devons des applaudissements pour ce qui va certainement être une longue soirée. Et nous serons tous très intéressés de voir ce que vous aurez pour nous demain matin. Alors le programme pour demain, il y a un petit déjeuner qui sera servi dans le lobby à partir de 8 h. À 9 h, nous ferons les cérémonies de clôture de la conférence en premier. Puis, à 9 h 30, on commencera le processus de la lecture de la déclaration de consensus
du panel et la conclusion de la conférence. Vous trouverez peut-être demain, on espère, on est en concurrence avec un autre événement qui a lieu au sud, donc on espère que beaucoup de gens travailleront dur sur la couverture médiatique pour la déclaration de consensus demain et qu'il y aura des gens qui travailleront toute la nuit là-dessus, donc ne soyez pas surpris si vous voyez des médias demain et des caméras supplémentaires, mais demain sera la journée du panel. À nouveau, nous souhaitons ce qu'il y a de mieux. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et passez une très bonne soirée. Bonsoir.